Alors les Jeux Olympiques vont avoir lieu dans à peu près 2 mois et demi en France, à Paris, mais pas uniquement à Paris, puisqu'il y aura plusieurs dizaines de sites qui accueilleront des épreuves, mais c'est principalement à Paris. Et réellement, le moral des Français par rapport aux Jeux Olympiques est très bas. Donc, d'une part, les gens sont inquiets sur la capacité d'organisation, et on a vu le dernier événement majeur qui a été accueilli en France. Bon, c'était la Coupe du Monde de rugby. Ça s'est plutôt bien passé, même si l'équipe de France n'a pas brillé sur le terrain. Mais en revanche, l'événement précédent en 2022, avec l'accueil de la Champions League, a été un choc pour tous les Français, mais également pour les Anglais, les Espagnols et tous les observateurs, puisque ça a été véritablement un moment de violence entre les spectateurs, qui étaient relativement aisés, puisque pour avoir des billets pour une finale de Champions League, dont c'est cher, souvent les gens venaient d'Espagne et d'Angleterre, et donc ils avaient des grosses montres, beaucoup de cash, etc., etc. Ils étaient en famille. Il y a eu énormément de billets qui ont été volés. Il y a eu énormément de fraude. Il y a eu énormément de pickpockets. Mais ça a été vrai avant le match et ça a été vrai après le match dans des proportions inimaginables. Et, euh, et quand on repense aux images, on se dit quelle honte, et espérons que la France ne remontrera pas un tel spectacle. Mais je pense que la plupart des Français n'ont pas oublié ces images, et surtout la plupart des Français ont en tête cette inquiétude, entre guillemets, de plus en plus affichée par le gouvernement français, qu'il pourrait y avoir des attentats. Et d'ailleurs, le président Macron évoque toujours ces attentats en parlant des Russes. Et donc, on a eu différents ordinateurs qui ont été volés. Alors, une fois, c'était dans un RER à quelqu'un qui avait un ordinateur avec du contenu très important sur les préparatifs de sécurité des Jeux Olympiques. Et là, il y a quelques jours, idem avec une employée d'une société, un prestataire qui travaillait et qui avait également sur son ordinateur beaucoup d'informations confidentielles. Et donc, immédiatement, la piste russe est évoquée, puisque à chaque fois, de toute façon, que quelque chose risque de se passer mal, ce sont toujours les Russes qui sont montrés du doigt. À tel point d'ailleurs que beaucoup de personnes pensent que ce sont en France que ce sont les Russes qui sont capables de s'être fait eux-mêmes l'attentat. C'est pas de crocus, c'est pas véritablement sérieux, mais ça a été mis dans la tête d'un certain nombre de personnes. Les problèmes qui sont pas résolus pour l'organisation des Jeux Olympiques, ils commencent par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quelle sera la jauge de la cérémonie, qui aura le droit d'y aller, dans quel cadre, etc. Après, pour les épreuves, c'est plus rudimentaire. La France a l'habitude d'accueillir des grandes épreuves d'athlétisme, a l'habitude d'accueillir des grandes épreuves sportives. On a véritablement cette tradition. Mais là, on a l'impression qu'on balbutie dans tous les domaines. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Tellement de signes d'œuvres d'art prémonitoires de la venue d'un antéchrist. Surtout, n'hésitez pas à penser au miel, un excellent miel.
Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, и по некоторым компонентам. Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez? France organise du 26 juillet au 11 août les 33e Olympiades, donc qui s'appellent les JO de Paris 2024. Et pour avoir participé à l'organisation de beaucoup d'événements, personnellement, puisque j'ai commencé ma carrière dans le monde du sport avec l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2007, qui avait lieu en France et entre autres au Stade de France dont j'étais un membre de la direction générale. Puis j'ai participé à l'organisation de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud et j'ai également été impliqué pour la Suisse, l'Euro de football qui était en 2008, également pour l'Euro de football en 2012 qui avait lieu en Pologne et je faisais partie des personnes qui étaient sollicitées pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu en Libye en 2013. Pour avoir vécu tout ça, je peux vous dire que je n'ai jamais eu le sentiment d'une organisation qui était aussi, disons-le, rocambolesque. Et pour vous donner une idée du côté rocambolesque de cette organisation, il n'y a qu'un seul point et qui va tout imager. Et ensuite, j'en prendrai plusieurs autres. Mais c'est celui de la piscine dite olympique. Donc la France a été, dès 2000, dès début des années 2000, candidate pour organiser des Jeux olympiques. Donc en 2001 pour ceux de 2008, puis ensuite on était candidat pour ceux de 2012, puis on a été candidat, puisqu'on avait échoué, pour ceux de 2024. Mais en réalité, une grande partie du dossier est restée finalement au fur et à mesure. Et entre autres, celui de la piscine olympique, qui n'avait jamais vu le jour, ni en 2001 dans la candidature alors qu'elle était promise, puisque souvent ça fait partie des questions des comités d'organisation, de quelle structure pérenne avez-vous besoin et de quelle structure temporaire avez-vous besoin. Et donc si un pays a besoin de structures pérennes, il doit les mettre en œuvre indépendamment du succès, puisque l'idée c'est de promouvoir le sport de compétition, et il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a les championnats du monde, par exemple de natation, championnats du monde d'athlétisme, donc on a besoin d'avoir des équipements. Et d'ailleurs, quand le Stade de France a été construit pour la Coupe du monde de 1998, il a été construit pour être un stade olympique, puisque les tribunes peuvent bouger et faire apparaître la piste olympique dont je reparlerai vraisemblablement un peu plus tard au fur et à mesure de vos questions. Mais cette piscine olympique, pour être aux normes olympiques, elle doit avoir 15 000 places assises. Et finalement, par un nombre étrange de tractations, au début le budget était de 70 millions, puis le budget a été de 90 millions, puis le budget est arrivé à 174 millions d'euros. Très difficile de savoir où il en est, si la piscine est totalement finie, praticable, accessible aux normes. Mais ce que l'on sait, c'est que cette piscine, finalement, n'a des tribunes que pour accueillir au maximum 5500 personnes, ce qui est très loin de la jauge obligatoire pour une piscine olympique qui est de 15 000 personnes. Et donc la France s'est dotée pour 175 millions d'euros d'une piscine qui ne pourra accueillir que des épreuves de danse synchronisée dans l'eau et des qualificatifs pour le water-polo, c'est-à-dire même pas les épreuves de water-polo finale.
En revanche, la France va devoir payer plusieurs dizaines de millions d'euros, et les chiffres ne sont pas connus, pour louer pendant plusieurs mois une arène qui accueille en général du rugby et des concerts, qui est dans la zone de la Défense, donc c'est la Défense Arena, et donc pour plusieurs dizaines de millions d'euros pour installer de façon temporaire 2 bassins olympiques, et également un bassin pour le plongeon, et approcher de la jauge de 15 000 places, puisque la jauge ne sera que de 14 500 places si tout se passe comme prévu. Parce que pour l'instant, rien n'a commencé, tout n'est que dans des plans, puisque le début de la période d'utilisation de ces lieux sera à partir de mi-mai. Donc à partir de mi-mai, vont devoir commencer en urgence des travaux. On sait très bien que les budgets sont toujours extrêmement différents entre ce qui a été négocié et ce qui arrive. C'est vraiment une spécialité en France, que ce soit pour les constructions de voies ferrées, construction de routes, construction de palais de justice, construction par exemple du siège de l'armée à Ballard ou ailleurs, où la France est sans doute le pays au monde avec les partenariats publics-privés, mais également avec des relations extrêmement consanguines avec les sociétés de travaux publics qui possèdent également des concessions d'autoroutes, qui sont très présentes dans les parkings, qui sont très présentes dans la téléphonie mobile, qui sont très présentes dans les aéroports, qui sont également présentes dans les médias et la télévision. Donc on voit bien que ce sont des conglomérats importants auxquels l'État, les États successifs ne résistent à rien et continuent à leur donner entre guillemets, des budgets délirants pour tous les projets qu'ils mènent pour le compte de l'État. Donc, reprenons une piscine qui devait accueillir et être une piscine olympique, qui n'en sera pas une, ce qui veut dire également que cette piscine ne pourra jamais accueillir de mondiaux d'athlétisme, même pas d'ailleurs, je pense, de championnat d'Europe de natation, enfin, voilà, c'est une piscine qui ne peut pas accueillir les compétitions mondiales de natation. Alors, le sentiment également pour les Français, il est lié à finalement toutes les promesses qui ont été réalisées par le gouvernement, entre autres que ça allait être une cérémonie qui allait marquer le monde entier. Donc au début, c'était une cérémonie qui devait permettre d'accueillir des millions de Parisiens. Et puis après, c'est passé à 600 000, puis 300 000, puis maintenant, on serait plutôt à une cérémonie d'ouverture avec 150 000, 200 000 personnes, mais cérémonie d'ouverture pour laquelle tous les riverains, à partir de 8 jours avant, ne pourront plus rentrer chez eux, en sortir, sans un pass avec QR code. Ça veut dire qu'en fait, cette zone de Paris va devenir un espèce de camp retranché pour des raisons de crainte de quoi? Le président français, depuis des mois, explique aux Français qu'il craint que les Russes fassent un attentat en France pendant les Jeux Olympiques. Et pour faire monter la pression dans l'esprit des Français, de façon régulière, on nous annonce que des personnes qui détiennent dans leurs ordinateurs des informations très importantes se les sont fait voler. Donc on a eu un premier vol d'ordinateur dans le métro. Donc la personne se serait fait voler sa mallette dans le métro parisien ou dans le RER, je ne sais plus exactement. Et on a eu un autre vol, et cette fois c'est au domicile d'une personne qui détenait également dans ses ordinateurs des informations très sensibles, et son domicile aurait été cambriolé et les informations auraient été volées. Donc on est dans une espèce de paranoïa qui semble être véritablement exacerbée sur un risque d'attentat. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'habituer les gens à dire que finalement, il y a une partie de Paris qui peut être sanctuarisée, y compris pour ses habitants, et que toutes les personnes qui voudraient pouvoir assister à cette cérémonie d'ouverture vont devoir accepter d'être
complètement audités, toute leur vie pourra être auditée, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont pu faire sur les réseaux sociaux, etc. pourront être audités pour savoir si finalement ils auront le droit ou pas d'avoir le fameux sésame. Donc on va avoir quelque chose qui ressemble considérablement à la période du Covid, c'est-à-dire petit 1, le quoi qu'il en coûte. Donc on sent que quel que soit le sujet, le gouvernement et les équipes sont tellement en retard que tous les budgets vont exploser en urgence. D'ailleurs, le président Macron le disait récemment, il disait « Ne vous inquiétez pas, on a jusqu'à la dernière minute pour travailler ». Eh bien, tous les gens qui travaillent avec l'objectif de finir avec la dernière minute savent très bien que les budgets explosent. Quand on a autant de temps pour préparer des Jeux Olympiques qu'il y en a eu, c'est-à-dire plus de 6 ans, il est absolument incroyable d'imaginer, alors qu'on n'a eu aucune infrastructure pérenne à construire, à part cette piscine olympique, qui ne servira pas. Donc il y avait le Stade de France qui n'a pas été modifié, aucun projet ambitieux, rien du tout, à part la piste qui va devenir mauve. Vous imaginez une piste mauve, et vraiment un mauve qui rappelle celui de l'affiche des Jeux Olympiques. Donc tout ça, c'est véritablement affolant, affolant. Et il y aura des épreuves d'ailleurs à Tahiti, je crois qu'il y a des épreuves dans 73 sites différents répartis sur le territoire national et dans les dom-toms. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de personnes qui seront amenées à prendre des avions pour aller à des endroits extrêmement loin du territoire national, ce qui doit être, à mon avis, très loin des promesses faites dans les différentes réunions internationales sur la sauvegarde du climat, dans lesquelles la France était leader. Donc c'est véritablement toujours ces doubles langages, ces doubles standards et cette manière de travailler qui est franchement troublante. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les seuls domaines dans lesquels l'État va être prêt, c'est pour surveiller sa population, pour auditer, mais légalement, sa population, c'est-à-dire que mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir, entre guillemets, l'autorisation de vérifier tout ce que les gens ont pu dire sur les réseaux sociaux, dans leur vie, un screening complet de la vie des gens pour savoir s'ils sont dignes, entre guillemets, d'accéder à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est incroyable. Donc déjà que il y a la guerre aux quatre coins du monde, il y a des milliers de morts, les Russes sont interdits de Jeux Olympiques, de même que les Biélorusses en tant que Russes. Donc pour avoir le droit de venir, il faudra qu'ils s'engagent à ne pas être liés à l'armée russe, à des organisations sécuritaires russes, à ne pas avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans des articles ou auprès de personnes qui pourraient être liées à l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc on voit qu'on est très très loin de l'esprit de Coubertin, c'est-à-dire que les sportifs russes sont pris en otage, le peuple russe est pris en otage, et donc on va voir comment les Russes, eux, en ayant eu beaucoup moins de temps, puisqu'ils ont annoncé ça uniquement l'année dernière, pourront organiser à Kazan des Jeux auxquels déjà plus d'une cinquantaine de pays ont annoncé envoyer des délégations pour à peu près 5000 sportifs, sachant que les Jeux Olympiques à Paris accueilleront 10 000 sportifs. Donc on voit bien beaucoup de sportifs, évidemment de Russie, de Chine, d'Indonésie, du Brésil, d'Inde. Tous ces pays ont annoncé, malgré les pressions du Comité international olympique, qu'ils allaient participer aux JO organisés, mais qui ne sont pas des JO, aux Jeux de l'amitié organisés par la Russie à Kazan, quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Paris. Et donc finalement, cette idée de priver les Jeux Olympiques des athlètes du monde entier, cette idée de boycotter les athlètes russes, et d'ailleurs la maire de Paris est très heureuse de le faire, mais personne ne s'inquiète de la présence d'athlètes ukrainiens, parce qu'après tout, l'Ukraine
n'est pas totalement absente dans la réalisation de cette guerre, dans le refus de trouver des conditions de paix et la guerre civile au Donbass depuis 2014. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, Israël qui est en train de rendre impossible la vie et la survie à Gaza, à plus de 2 millions de personnes qui sont dans un ghetto, qui sont complètement enfermées, et déjà plus de 35 000 morts, plus de 75 000 expropriés. Toutes les organisations humanitaires qui s'inquiètent de la possibilité de faire survivre une population si importante dans des conditions délabrées, sans plus aucune infrastructure médicale, infrastructure pour l'eau, infrastructure pour partager la nourriture, puisque l'UNRWA, l'organisation humanitaire avec 15 000 salariés, qui permettait, entre guillemets, à Gaza d'être plus ou moins bien gérée sur ces questions de nourriture et d'eau, est en train de disparaître, parce que elle a été désignée comme étant une organisation, entre guillemets, sponsor du terrorisme à Israël, qui a été suivie dans cette démarche par un grand nombre de pays qui étaient impliqués dans le financement de cette organisation humanitaire. Donc on voit bien qu'il y a véritablement un double standard, puisque Israël, qui a tué plus de 35 000 civils, c'est-à-dire incommensurablement plus que la Russie, par exemple, en Ukraine, aura ses athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Alors que, et qui a tué aussi plus de 140 journalistes, qui a tué des personnels médicaux, qui a tué des humanitaires, y compris étrangers. Mais tout ça se passe comme si c'était normal. Eh bien, vraiment, c'est incroyable. Alors, c'est véritablement difficile de parler de l'état d'avancement, puisque étant moi-même parisien, quand je me balade dans les rues de Paris, j'ai l'impression qu'elles sont en chantier permanent. Où qu'on aille dans Paris, dans le métro, etc., il y a des rats pratiquement partout. La ville est sale, elle est sans cesse jonchée de poubelles, jonchée d'encombrants qui sont censés partir dans la journée, mais qui parfois 1 ou 2 jours après sont encore là. Et surtout, la ville est triste. La ville de Paris, quand vous allez même dans les rues commerçantes, vous avez de plus en plus de boutiques à louer, de boutiques qui sont vides, de boutiques qui sont abandonnées, de boutiques avec des vitrines qui sont sales. La ville de Paris est devenue une ville qui n'est même plus, comme elle pouvait l'être avant, une ville de luxe, uniquement avec des bureaux, etc. C'est une ville qui est en train véritablement de mourir sur elle-même. Il n'y a pas de pilote à Paris. Il n'y a pas de pilotage de Paris. Il n'y a pas de volonté de faire de Paris une ville magique. En fait, Paris est une ville dans laquelle, quelle que soit la rue, vous allez trouver le soir des gens qui dorment sur des matelas, qui dorment seuls, qui dorment en famille, partout dans Paris, depuis le périphérique jusqu'au cœur de Paris. On constate que cette ville est devenue un dortoir pour personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes. De la même manière que le métro. Les métros sont bondés aux heures d'affluence, totalement bondés. J'ai l'impression de voir des images un peu d'Épinal, de certains métros dans des villes surpeuplées, comme Tokyo, avec plus de 15 millions d'habitants, dans lesquels, évidemment, quand vous avez autant d'habitants, les transports peuvent être plus bondés, entre guillemets. Mais la ville de Paris, c'est pas du tout la même population, mais on a peu de fréquences. C'est-à-dire que même aux heures de pointe, où vous pourriez imaginer des métros toutes les 2-3 minutes, eh ben, c'est toutes les 4, 5, 6 minutes, comme s'il fallait faire souffrir les Parisiens. Comme s'il fallait que les Parisiens apprennent que pour aller au métro, c'est normal d'être collés les uns aux autres pour aller au travail.
Et pour revenir du travail, c'est normal d'être collés les uns aux autres. Et c'est vrai sur la plupart des lignes de métro. Et donc, évidemment, qui se donne à cœur joie de ces situations? Les pickpockets. C'est-à-dire que quand vous prenez les lignes qui sont fréquentées par les touristes qui auraient la malchance de prendre le métro dans ces heures d'affluence et de pas savoir identifier, entre guillemets, les populations de pickpockets, maintenant vous avez le message courant dans les lignes: attention, des pickpockets pourraient sévir en ce moment sur le quai ou sur la ligne. Ce qui veut dire qu'avec leur caméra, le personnel de la RATP voit des bandes de pickpockets, mais au lieu de proposer à des sociétés de sécurité d'intervenir ou à la police, ils demandent aux gens de faire leur propre police. Et d'ailleurs, ça arrive, et souvent, ça finit mal, puisque, en général, quand vous réussissez à arrêter la personne qui a la main dans votre poche, elle a déjà donné à ses complices votre portefeuille qui est ailleurs, et vous avez invariablement, chaque soir, chaque week-end, les commissariats de Paris qui sont pleins de personnes qui sont là pour déclarer un vol. Et d'ailleurs, à tel point que maintenant, vous n'êtes même plus obligé d'aller au commissariat pour déclarer des vols. Vous pouvez faire ça en ligne parce que c'était devenu aberrant. Les policiers ne faisaient plus que ça. Moi, il m'est arrivé malheureusement de me faire piquer un portefeuille. Eh bien, je peux vous dire que j'ai passé des heures dans un commissariat à attendre que finalement quelqu'un soit disponible, tellement il y avait de violence, de vol, de larcin, de personnes arrêtées à interroger, et alors pour affouiller, de personnes qui étaient alcooliques sur la voie publique, etc. On voit que les forces de l'ordre sont complètement dépassées par ce qui se passe dans la ville de Paris. Et toutes les statistiques, évidemment, sont au diapason, même si pour flatter tel ministre de l'Intérieur ou tel préfet ou tel, les choses, on va dire, mais non, tout s'améliore, tout va mieux. Mais c'est pas ce que vivent les Parisiens. C'est pas ce que vivent les Parisiennes. À Paris, c'est une ville dans laquelle les gens ont peur de se promener la nuit, quel que soit le quartier. Qui se sent rassuré à se balader dans la rue avec des gens qui dorment, parfois avec un chien à côté d'eux, ou des personnes qui errent la nuit complètement alcoolisées toute la nuit, et voire même des groupes violents. On voit tout ça arrive. Et donc, moi, je sais pas, les touristes, on avait vu la dernière fois que la France a accueilli un grand événement mondial, c'était la Champions League. C'était en 2022, la finale de la Champions League. Je pense qu'aucune des personnes qui étaient dans le public ne l'a oublié. Petit 1, impossible d'empêcher les franchissements des zones de sécurité à des gens qui n'étaient pas munis de billets. Donc ça a été une véritable invasion que ni la sécurité privée ni les sécurités officielles n'ont été capables d'arrêter. Pendant les mouvements de foule, les gens se sont fait violenter, les femmes se sont fait toucher, et les montres et les portefeuilles de centaines de personnes ont été volés. Mais si ça avait été juste à l'entrée dans le stade, ça aurait été possible. Mais il s'est passé exactement la même chose à la sortie du stade. Eh bien moi, je veux vous dire, j'ai assisté, comme j'ai dit, à des événements mondiaux à une époque non Macron. Toutes ces choses-là ne se sont jamais passées. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Pologne, que ce soit en France en 2007 pour la Coupe du Monde de rugby, que ce soit donc en 2010 en Afrique du Sud, 2012 en Pologne, mais y compris évidemment 2018 la Coupe du Monde de football en Russie, qui de l'avis général a été la Coupe du Monde la mieux organisée de l'histoire de la FIFA.
des stades magnifiques, des rues propres, des gens heureux, des fan parks ouverts et fantastiques. Qu'est-ce qu'il va y avoir en France? Qu'est-ce qui va être proposé en termes de fan park? Est-ce qu'il va y avoir, en parallèle à la cérémonie d'ouverture, dont tous les Français devraient être fiers et devraient attendre avec une impatience folle? On n'accueille pas régulièrement des Jeux Olympiques d'été en France. Ça fait tellement d'années qu'on en rêve. On les a et on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Il n'y aura même pas de piscine olympique digne de ce nom. C'est un stade de rugby qui va être converti en piscine olympique. Alors ok, c'est un stade de rugby qui sert aussi à des spectacles, mais vous savez bien que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose que d'avoir une piscine qui est prévue pour être une piscine olympique qu'un outil qui va être adapté et loué à coût de dizaines de millions d'euros. Donc tout ça, c'est une gabegie monumentale. Alors, pour ce qui est de l'accueil d'un grand nombre de personnes à Paris, je pense que Paris est une ville qui a toujours accueilli des conférences internationales, des congrès, des grands événements. On a vu l'accueil de finale de Champions League, l'accueil de la Coupe du Monde de rugby, etc. Mais rien, entre guillemets, de l'ampleur des Jeux Olympiques, puisque rien que par leur nature, les Jeux Olympiques, c'est 10 000 athlètes. Alors évidemment, tous les athlètes ne vont pas être à Paris, mais il va y en avoir quand même un grand nombre. C'est sur la région parisienne plus de 50 000 bénévoles. Ça va être 20 ou 30 000 personnels pour s'occuper de la sécurité au minimum, puisque rien que pour un stade, il faut au moins ça. Et compte tenu des risques annoncés de terrorisme ou de débordement après ce qu'on a vécu pour la finale de la Champions League, il va y avoir quand même une volonté d'éviter quoi que ce soit, donc il va y avoir énormément de personnel de sécurité. Les stades, le stade de France en jauge olympique, c'est plus de 60 000 places, donc c'est autant de personnes qui vont assister. La piscine olympique, alors c'est pas la même semaine, mais disons que tous les touristes qui vont venir, dont certains pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, effectivement, ça risque d'être compliqué. En même temps, est-ce qu'il y a un engouement très fort pour venir? Quand vous discutez avec les hôteliers, quand vous discutez avec les gens qui sont chargés de la billetterie, il n'y a pas de second marché. Il n'y a pas, de toute façon, les billets sont déjà tellement chers que qui voudrait les payer plus cher? Pour la cérémonie d'ouverture, comme ça se passe pas dans un stade, c'est l'inconnu total. Donc, est-ce que ça va être changé au dernier moment? Qu'est-ce qui va être proposé? Quelle va être la surprise entre guillemets? On se le demande. En tout cas, je pense que de plus en plus de personnes doivent être inquiètes parce qu'une cérémonie digne de ce nom pour des Jeux Olympiques en France, à Paris, on a l'impression que c'est en train d'être sans cesse revu à la baisse, revu au changement. Donc, on s'attend à tout type de surprise. Alors, personnellement, en tant qu'habitant de Paris, j'ai véritablement le sentiment que le niveau de préparation, je peux pas dire ce qui sera au moment J, mais là, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Il y a des travaux partout dans Paris. Il y a des travaux partout en banlieue de Paris. Les rues sont sales. Il y a des clochards et des personnes qui vivent dans la rue, dans tous les quartiers de Paris. Il y a des dizaines de magasins qui sont vides et qui donnent une impression de tristesse incroyable à cette ville. Mais véritablement des échafaudages partout, des trous dans les trottoirs partout, des rats dans le métro. Véritablement, le niveau de préparation, en tout cas de la ville de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques, n'est pas à la hauteur, n'est pas digne d'une ville qui a eu autant d'années pour se préparer aux Jeux Olympiques.
Par ailleurs, tout ce qui a été fait en termes de voies cyclables, de voies pour bus, de voies pour voitures, taxis, etc. Je ne sais pas comment ils vont régler les choses pour que les déplacements puissent avoir lieu dans de bonnes conditions à Paris, surtout si le centre de Paris est complètement sanctuarisé. Alors là, j'ai l'impression que ça va être n'importe quoi. Les gens vont être perdus, ils vont être bloqués. Est-ce que Paris va être complètement sanctuarisé aux véhicules? Mais si c'est le cas, comment les gens pourront aller à leur travail? Comment les gens pourront faire vaquer à leurs occupations? Comment les livraisons pourront avoir lieu pour les restaurants, les hôpitaux, les hôtels, etc. En fait, on sent que c'est véritablement n'importe quoi. Rien n'a été préparé, rien n'est préparé sérieusement parce que toutes les personnes sont sollicitées en permanence sur des milliers de choses. Il n'y a pas de possibilité de focaliser ses efforts sur quoi que ce soit. Ça part dans tous les sens. Vous savez, des Jeux Olympiques d'été, c'est une petite Coupe du Monde de football, une petite Coupe du Monde de rugby, des championnats du monde de natation, des championnats du monde d'athlétisme, de l'escrime, du judo, de la boxe. C'est véritablement des centaines d'épreuves, des milliers d'athlètes, plein de sites, plein de nationalités différentes, des problèmes de langue, des problèmes de nourriture, des problèmes d'usage. Enfin, tout est compliqué et ce sont pas que les athlètes. Il y a les délégations qui vont avec, il y a les partenaires, les sponsors, les VIP, les VVIP, les représentants de différents pays qui pourraient être amenés à vouloir regarder et saluer leurs athlètes principaux. Donc c'est quelque chose de très spécial à organiser, très différent de tous les autres événements sportifs. Donc c'est quelque chose en général qui demande à un pays de se focaliser dessus. Et nous en France, à force de vouloir trop prendre pour nous, eh bien on n'étreint rien bien. C'est-à-dire qu'on a accueilli une Coupe du Monde de rugby il y a 1 an et on a vu que ça se passait quand même dans la douleur, alors que la Coupe du Monde de rugby, c'est pas véritablement un événement sportif qui accueille énormément de monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Sud-Africains, d'Australiens ou de Néo-Zélandais qui viennent, et ce sont quand même les pays phares du rugby, à part les pays anglo-saxons, et on a bien vu, hein, d'ailleurs, beaucoup de stades étaient relativement vides, à part pour les matchs avec les très grandes équipes européennes, et la France n'est pas allée jusqu'au bout, donc à partir des quarts de finale, ça a été un peu triste dans les restaurants qui attendaient beaucoup de choses. Est-ce que ça va se passer de la même manière pour les Jeux Olympiques? On sent qu'il n'y a pas d'engouement populaire, on sent que les billets sont très chers, on sent que même pour les provinciaux qui viendraient se dire que rien que le ticket de métro qui va passer à 4 euros, tout va être beaucoup plus cher, les capacités hôtelières, etc. Même si tout n'est pas plein, on sent que, comme le dit Sébastien Coe, ça va être des jeux extraordinairement chers et on n'a pas véritablement l'impression que la ville de Paris est prête à les accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Est-ce que ça fonctionne? Test, test, test. Alors oui, la préparation de ces Jeux Olympiques est extraordinairement coûteuse. Et c'est compliqué de savoir pourquoi, puisqu'en fait, ces Jeux Olympiques, ils ne devaient pas coûter tellement cher. Puisque maintenant, chaque pays doit dire, voilà, nous, de toute façon, on a des infrastructures, on va construire 1 ou 2 infrastructures, mais pour convaincre le comité olympique de choisir un pays, en général, il veut éviter la folie d'investissements dispendieux, comme on a pu voir en Grèce ou autre, où après, les infrastructures ne sont pas utilisées et ça devient un gouffre et on se retrouve avec des infrastructures fantômes et qui doivent être détruites. Et donc, c'est un gâchis inadmissible, surtout à notre époque, avec autant de gens qui souffrent et donc personne ne veut ce genre de gâchis, surtout en France où il y a un chômage important, une pauvreté importante, donc des gens qui souffrent énormément. Et donc, quand on a découvert récemment que le salaire de Tony Estanguet, qui est en charge, qui est finalement le directeur du comité d'organisation,
était en centaines de milliers d'euros, donc le chiffre qui a été annulé, 286 000 600 hors 000 prime. euros. Donc les gens se sont demandé qu'est-ce qui justifiait un tel salaire, quel était le type de compétence qu'il avait pour justifier un tel salaire, sachant qu'en parallèle, pratiquement tous les cabinets de conseil possibles et imaginables sont à l'œuvre pour éviter, là maintenant dans l'urgence, mais c'est vrai depuis des mois, sont sollicités pour éviter une catastrophe, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la gestion des volontaires, dans le domaine de la gestion des forces de la sécurité. Dans tous les domaines, on a des consultants qui interviennent aujourd'hui pour essayer de sauver l'aventure. Donc moi, je connais plein de personnes qui sont sollicitées partout pour essayer de finir les infrastructures dans les temps, pour essayer de finir l'organisation avec les villes, ne serait-ce que de la sécurité, le transport des sportifs depuis là où ils seront logés jusqu'au lieu de leurs épreuves, etc. Tout ça, vous savez, c'est extraordinairement compliqué. C'est déjà extrêmement compliqué pour une Coupe du Monde de football, où vous avez uniquement une trentaine de personnes par équipe, entre les joueurs, les remplaçants, coachs, médecins, kinés, etc. Mais déjà, c'est compliqué. Donc ça veut dire que dans un bus, vous pouvez mettre toute une équipe, et dans un autre bus, vous pouvez mettre un peu un staff supplémentaire. Mais là, on parle véritablement de dizaines de sites et de milliers d'athlètes, de plein d'équipes différentes, de plein de comités d'organisation différentes, avec plein de sports, plein de types de chaussures différentes, de maillots, maillots de bain, bonnets de bain, lunettes de natation, en fait, toutes ces choses-là et toutes les surprises qu'il va y avoir. Et c'est des gens qui vivent longtemps, ils vivent dans des villages olympiques, ils vivent pas dans des hôtels, mais il y en a un peu partout. Il y a le CNUS qui a été sollicité pour prendre plus de 3000 chambres d'hôtel pendant les 2 derniers mois de l'année scolaire. Et il a fallu changer la loi pour obtenir ça. Et donc, comme il y a plein de places libres, eh bien, royalement, les étudiants vont avoir des places gratuites, comme des tas de personnes, puisque maintenant, les billets ont été proposés à la vente à des prix très élevés. D'ailleurs, Sébastien Coe, qui est au comité international olympique, disait que les Jeux de Paris risquaient d'être les plus coûteux à organiser et les plus chers pour les gens qui viendront. Donc que ce soit les hôtels, les locations, etc. Enfin, les gens qui ont des Airbnb, les gens qui ont des hôtels, toutes ces personnes ont cru qu'ils allaient gagner des fortunes pendant les Jeux Olympiques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les gens se rendent compte que personne ne veut leur louer les choses, que les prix ne sont pas du tout ce qu'ils pensaient, que en plus les règles d'Airbnb sont telles, et je cite Airbnb par exemple, que il y a plein de personnes qui vont louer un bien sur Airbnb, mais qui ne pourront pas accéder à leur bien parce qu'ils n'auront pas le bon QR code, et donc il va y avoir des conditions d'annulation différentes, et ces personnes, on leur proposera peut-être des solutions de remplacement très loin. Enfin, on voit que tout ça, c'est n'importe quoi. Éventuellement, ils pourront avoir obtenu leur QR code en répondant à des questionnaires en ligne, en faisant je sais pas quoi. Enfin, ce sera une espèce d'ESTA très compliqué, comme pour les personnes qui vont aux États-Unis ou en Israël et qui savent que les conditions pour aller là-bas peuvent être très compliquées, surtout si vous venez de certains pays. Alors que par ailleurs, vous pouvez franchir illégalement les frontières sud-américaines pour passer par le Texas, par exemple, aux États-Unis. Et là, aucun contrôle, et au contraire, assez vite, on va vous donner des papiers, on va vous inscrire sur les listes électorales, et on va même vous donner des cartes bleues avec de l'argent. Donc on voit bien que de toute façon, tout ça, c'est n'importe quoi. Et ce sera véritablement pareil en France. Donc une préparation extrêmement coûteuse parce que ça a été un entre-soi. En fait,
Et il faut bien comprendre qu'en France, tout ça se passe de façon consanguine entre les entreprises de travaux publics, l'État, les cabinets de conseil, les négociations. Enfin, et vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça se passe et comment ont lieu de tels débordements de coûts. Parce que tout le monde ne veut qu'une chose, c'est s'en mettre plein la poche, avoir ses belles vacances, avoir ses beaux costumes sur mesure, avoir ses belles chaussures sur mesure, ses grands restaurants, ses vacances sur des bateaux aux quatre coins du monde, aux frais de la princesse. Avoir le cours de bourse de sa boîte qui monte parce que les constructions ou les projets, quand c'est avec l'État, ils ont toujours une marge 3, 4, 5 fois plus grande. Et ça, c'est que la marge sur la construction. Après, la marge sur la gestion dans le cadre de partenariats ou de ce qu'on dit facility management, comme on dit, vous pouvez pas imaginer. Je pourrais faire une vidéo entière juste sur ce sujet pour vous expliquer comment il se fait que nos impôts, entre guillemets, sont dépensés de cette manière, pourquoi les péages d'autoroute sont si scandaleusement chers. Enfin, je ne sais pas si vous avez réalisé que maintenant, parfois, les péages d'autoroute, entre l'essence dont le prix explose, entre les voitures qui sont de plus en plus chères et qui bientôt deviendront obsolètes, donc ça deviendra même difficile de les vendre d'occasion, le prix du péage, etc., etc. Enfin, le moins de sandwich ou bouteilles, par ailleurs dégueulasses sur le trajet, mais c'est devenu une ruine. En fait, partir en vacances, c'est quelque chose qui bientôt ne sera réservé qu'aux catégories les plus privilégiées. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Donc l'objectif, c'est une fois que tout le monde aura des voitures électriques, que l'État pourra arrêter à distance, parce que de toute façon, elles auront tellement d'intelligence artificielle à l'intérieur que vous aurez trop mangé de viande, donc non, pas le droit d'utiliser votre voiture électrique. Ah non, non, mais vous avez vu du vin qui était pas bio, votre fils a eu des mauvaises notes à l'école, votre machin. Enfin, on rentre vraiment dans 1984 et ça c'est complètement délirant. Et donc ces JO vont être véritablement et sont l'illustration de cela. Une gabegie de fonds, une gabegie de délais, une gabegie de promesses qui sont pas tenues. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, cette piscine olympique, c'est véritablement on se ridiculise. Mais pas que ça. C'est la flamme olympique et les personnes qui sont choisies pour la porter, la Seine qui est censée être propre, enfin presque buvable. Hein. Et il suffit de se balader auprès de la Seine pour voir qu'elle est véritablement sale. Alors il y a des gens qui disent non mais elle est pas si sale que ça. Mais si, elle est sale. La Seine, elle est d'une couleur abominable. Les organisations qui ont fait des tests de l'eau disent tous unanimement que c'est le cas. Et personne n'a même envie de tremper ses mains dans la Seine. Elle continue à charrier plein de choses. Et avec les pluies des dernières semaines, évidemment, c'est pire, puisque les pluies ramènent plein de boue, plein de terre, plein de fertilisants et de produits divers et variés qui sont pas du tout sains, malheureusement, qui sont pas sains pour la consommation quand on mange des aliments qui sont produits comme ça, mais qui évidemment concentrés dans la Seine, malgré le milliard dépensé. Voilà, c'est n'importe quoi, la piste du stade, les affiches des JO, il faut regarder l'affiche officielle des JO qui ressemble véritablement à une orgie de fin des temps. Le fait qu'il y ait des boycotts de certains athlètes, il faut savoir quand même que le lit des athlètes dans certains villages olympiques sont des lits en carton. Alors heureusement, le matelas, lui, n'est pas en carton, mais le lit est en carton. Et quand vous regardez le prix de ces lits en carton, c'est plus cher qu'un lit bas de gamme, hein, mais en bois, qui pourrait être réutilisable, qui pourrait durer longtemps, etc. Et donc, en fait, tout est n'importe quoi. Vous savez, c'est des idées woke, c'est des idées d'entre-soi. Il faut imaginer ces petites réunions. Ah ouais, nous, on va utiliser des lits en carton, recyclés, etc. Vous imaginez, tout ça, ça se passe dans des dîners en ville.
C'est des choses que vous voulez même pas voir. Et c'est comme ça que des pays comme la France, qui ont été complètement parasités par cet entre-soi, par ces cabinets de conseil, par ces personnes complètement woke, LGBT+, etc., avec des idées complètement absurdes et complètement destructives, qu'on va faire des Jeux Olympiques qui ne seront pas du tout populaires. C'est-à-dire que les Français en seront exclus. Ce sera également des Jeux Olympiques de l'entre-soi, entre les pays qui plaisent à l'empire, entre guillemets, l'empire du mensonge. Donc c'est pas le cas de la Russie, c'est pas le cas de la Biélorussie, dont les athlètes devront montrer patte blanche pour avoir le droit de façon neutre d'y participer, et peut-être bientôt d'ailleurs de l'Iran, peut-être bientôt d'autres pays. Donc voilà, très compliqué. Le projet de pouvoir faire des Jeux Olympiques autour de la Seine, en soi, c'était un projet qui était éventuellement sympathique, puisque on connaît l'importance de la Seine et on connaît l'importance des monuments qui sont autour de la Seine. On a Notre-Dame, on a le musée d'Orsay, on a le Louvre, on a le Grand Palais, on a la Tour Eiffel, on a le Trocadéro en face. Vraiment, la Tour Eiffel est magique à Paris. Sauf que la Tour Eiffel, depuis 30 ans, tous les présidents successifs ou les maires de Paris successifs nous disent « je me baignerai avant la fin de mon mandat dans la Seine ». Jacques Chirac le disait déjà il y a plus de 30 ans. Je me baignerai dans la Seine. De la même manière que tous les présidents et tous les maires disaient « il n'y aura plus de clochards à Paris ». Eh bien, pour ces deux promesses, ça n'a pas été réalisé et j'ai l'impression que ça ne sera pas réalisé pour ces Jeux Olympiques. Quand on pose la question au président français, il répond « si, on a jusqu'à la dernière minute pour réaliser ». Alors, je ne sais pas comment il compte s'y prendre, je ne sais pas si il va falloir dépenser encore des centaines de millions ou autres, mais je vois ça comme une difficulté. De la même manière que Notre-Dame ne sera pas prête pour les Jeux Olympiques. Alors, c'était pas prévu, enfin, c'était prévu, mais finalement, la date a été reculée pour la réouverture de Notre-Dame au 8 décembre 2024, mais concernant la Seine, aujourd'hui, les organisations qui ont fait des tests disent que l'eau de la Seine est dangereuse. Donc pour s'y baigner, il faudrait vraiment se baigner en combinaison, etc. En tout cas, la Seine à Paris. Il y a d'autres zones le long de la Seine où la Seine est peut-être plus propre, mais en tout cas, elle n'est pas propre en ce moment à Paris. Au contraire, et surtout, il y a du courant dans la Seine, c'est un fleuve avec du courant. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'aller dans d'autres pays, j'étais au bord du Rhin à Bâle, eh bien les gens se baignent à Bâle, au bord du Rhin, parce que quand il y a une vraie volonté politique, des gens qui savent travailler sérieusement, qui savent mener des projets à leur terme, eh bien, on y arrive. Il semble qu'en France, on soit incapable de mener à bien des projets, ou alors ils sont menés à bien et ça coûte tellement cher et ça apporte tellement à un certain nombre de personnes que c'est scandaleux et dangereux. Mais allez en Suisse, allez à Bâle, vous verrez, dans le Rhin, les gens se baignent, été comme hiver. L'eau est propre, on la regarde et on a envie de s'y baigner. La seule raison pour laquelle on s'y baigne pas, c'est qu'elle est froide. Un autre problème, une autre difficulté importante qui existe à Paris, ce sont les mouvements sociaux. Donc on a eu des mouvements sociaux, des éboueurs, RATP, tous les types de personnel. On a eu évidemment des manifestations avec les gilets jaunes, les retraites. Alors là, on apprend en ce moment que les uns après les autres, que ce soit les agents de la RATP, etc., négocient et obtiennent des primes Jeux Olympiques, mais des primes vraiment importantes. Alors, ce qui est aussi quelque chose d'incroyable, et je crois que j'ai vu ça dans aucun autre pays,
En France, les billets de métro seront doublés, plus de doublés pendant la période des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'ils coûteront 4 euros. Il y aura plus de cartes d'usage illimité des transports en commun, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils seront vraisemblablement bondés dans tous les sens et l'État est incapable d'y voir clair avec ça. Donc je pense que ça va. Enfin, encore une fois, il n'y a qu'à regarder la finale de la Champions League à Paris, au Stade de France, pour se rendre compte de l'incapacité des acteurs à gérer un événement sportif simple, puisque c'est juste un match de football entre deux équipes avec des spectateurs qui viennent, là en l'occurrence, qui venaient d'Angleterre et d'Espagne, plus les spectateurs d'autres pays d'Europe qui ont eu la chance d'avoir des billets ou la malchance d'avoir des billets pour cet événement. Donc, est-ce qu'il y aura des mouvements sociaux? Je sais pas. Est-ce que les travaux qui sont en cours partout dans Paris seront terminés? Je n'en sais rien. Est-ce que toutes ces boutiques vides qui donnent une impression catastrophique à la ville, hein, de ville véritablement en train de devenir une ville fantôme, seront décorées, auront des choses sur les vitrines pour avoir l'air plus sympathique? Je ne sais pas. Est-ce que les restaurants auront des terrasses avec des obligations de proposer les bières de tel ou tel sport, de tel ou tel sponsor, ou l'interdiction de le faire, ou j'ai l'impression qu'en réalité rien n'est organisé. Rien n'est organisé. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un espèce de chaos permanent et l'idée c'est de rajouter au chaos. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est que face au risque d'échec complet de ces Jeux Olympiques, par l'incapacité de les préparer, par l'incapacité d'avoir mis en œuvre des équipes capables de les préparer et qui avaient véritablement envie de les préparer, et pas des équipes qui avaient envie de surtout gagner pour que tel projet aille dans l'escarcelle de leur plus gros client une fois que ce projet aura fini, parce qu'il faut pas se leurrer. Les cabinets de conseil, les consultants, les experts, entre ce projet pour les Jeux Olympiques, ils ont besoin de vivre. Après, les Olympiques, ils vont continuer. Donc, ils seront contents s'ils ont l'habitude de bosser avec un tel ou un tel ou un tel, d'avoir favorisé la boîte en question. Les Jeux Olympiques de Paris sont sans doute les Jeux Olympiques avec le plus de conflits d'intérêts de l'histoire. Le niveau de corruption est absolument inimaginable d'après tous les gens qui sont là-dedans. Et c'est pas le fait d'avoir payé très cher qui empêche ça. Il y a qu'à regarder une piscine olympique avec 5000 places qui coûte 175 millions d'euros. Non mais vous imaginez? Le budget initial, 60 millions, passé à 175 millions. Mais enfin bon, en même temps, en France, on est fier de n'avoir dépensé que 700 millions pour la restauration de Notre-Dame. Mais 700 millions, c'est le prix de construction d'un hôpital, hein, le prix de construction d'un stade, hein, pour refaire la charpente et une flèche à Notre-Dame. 700 millions. Mais ça n'étonne personne. 700 millions. Et tout le monde trouve ça bien. Il y a des églises en France qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus rien, mais quand elles ont besoin de refaire leur toit ou leur charpente, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros. Parfois quelques millions d'euros pour une cathédrale. Et là, 700 millions. Et il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'argent qui a disparu. Rien. Tout est normal. Non mais franchement, vous vous rendez compte? La France, elle a fait un char, il y a une trentaine d'années, le char Leclerc. Je crois que de l'histoire des chars,
c'est le plus cher. Hein. Combien on en a aujourd'hui? 200, on a réussi à le vendre quasiment nulle part au monde. On l'a vendu à des pays qui l'ont offert à d'autres pays. Enfin, je crois qu'on a vendu à 2 pays. Si tout se passe bien, rénové, on en aura 70. Mais on a envie de faire la guerre avec les Russes. On a combien de sous-marins qui fonctionnent en France? On a un porte-avions. Bah, même notre porte-avions nucléaire, il est sous le commandement des Américains en ce moment. Vous imaginez? La force de dissuasion nucléaire française, une de ses composantes importantes, est sous commandement américain. Mais pourquoi pas nos sous-marins nucléaires également? C'est peut-être le cas déjà. Hein. Bon, enfin, en tout cas, la situation, elle est franchement pénible. Alors oui, le niveau de protestation, évidemment, de toutes les professions, il menace. On a depuis des mois les forces de l'ordre qui sont sur la corde raide. Les policiers, les CRS. Pourquoi? Parce qu'on a un chef de l'État et un gouvernement qui est détesté par une grande partie des Français. Détesté. Et donc, ça veut dire qu'il est en permanence, il a besoin quasiment de vider les villes et les villages où il va. Il faut regarder les images incroyables du salon de l'agriculture, où il y avait des milliers de policiers pour organiser la visite, des centaines de policiers qui ont dû quasiment faire front face aux délégations d'agriculteurs. Et c'est pareil partout. Les gilets jaunes, les retraites, les agriculteurs. Mais il n'y a pas une profession qui est contente. Alors à chaque fois, c'est la planche à billets, la planche à billets, la planche à billets. Bien maintenant, il nous explique que pour pouvoir continuer à aider l'Ukraine, il va falloir aller prendre dans le bas de laine des Français. Donc l'État français est en train de réfléchir à faire un emprunt d'État. C'est-à-dire que les Français vont devoir prendre le risque de confier leurs économies et les économies qu'ils ont pour leur retraite ou pour leur santé, puisque maintenant la santé est de plus en plus privatisée également en France, vont devoir donner leurs économies. Donc bref, incroyable. Franchement, moi je sais pas où on va, mais il risque d'y avoir de très 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 nombreuses surprises dans les semaines qui viennent. Je pense que le scandale des QR codes va s'accentuer. Le scandale de cette cérémonie d'ouverture va devenir complètement intolérable. La Cour des comptes, de toute façon, s'interroge sur les débordements. Il y a eu des commissions d'enquête et il y en aura d'autres. Et ce qui est certain, c'est que l'argent ne disparaît pas pour tout le monde. Et voilà, il y a de forts soupçons, il y a de graves soupçons d'exagération, de surfacturation, etc. Mais comme l'État aime pantoufler, vous avez qu'à regarder les carrières des gens qui travaillent pour l'État. Ils viennent du privé, ils repartent dans le privé, etc. Il n'y a plus de serviteurs de l'État. Et il n'y a plus de personnes patriotes dans les entreprises. Vous savez, les gens voulaient offrir leurs arbres pour la charpente, offrir leurs chaînes pour que ce soit utilisé, offrir leur travail. 700 millions ont été dépensés. Vous imaginez? 700 millions. C'est véritablement choquant. Et comme c'est Notre-Dame, entre guillemets, beaucoup de gens tolèrent. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Où est mort d'ailleurs le général qui était en charge de la restauration de Notre-Dame suite à l'incendie? Où était-il? Et qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qu'il savait? Et quelle est la cause de l'incendie de Notre-Dame? Alors,
Personnellement, en tant qu'habitant de Paris, j'ai véritablement le sentiment que le niveau de préparation, je peux pas dire ce qui sera au moment J, mais là pour l'instant c'est n'importe quoi. Il y a des travaux partout dans Paris, il y a des travaux partout en banlieue de Paris. Les rues sont sales, il y a des clochards et des personnes qui vivent dans la rue dans tous les quartiers de Paris. Il y a des dizaines de magasins qui sont vides et qui donnent une impression de tristesse incroyable à cette ville. Euh, mais véritablement des échafaudages partout, des trous dans les trottoirs partout, des rats dans le métro. Véritablement, le niveau de préparation, en tout cas de la ville de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques, n'est pas à la hauteur, n'est pas digne d'une ville qui a eu autant d'années pour se préparer aux Jeux Olympiques. Par ailleurs, tout ce qui a été fait en termes de voies cyclables, de voies pour bus, de voies pour voitures, taxis, etc. Je ne sais pas comment ils vont régler les choses pour que les déplacements puissent avoir lieu dans de bonnes conditions à Paris, surtout si le centre de Paris est complètement sanctuarisé. Alors là, j'ai l'impression que ça va être n'importe quoi. Les gens vont être perdus, ils vont être bloqués. Est-ce que Paris va être complètement sanctuarisé aux véhicules? Mais si c'est le cas, comment les gens pourront aller à leur travail? Comment les gens pourront faire vaquer à leurs occupations? Comment les livraisons pourront avoir lieu pour les restaurants, les hôpitaux, les hôtels, etc. En fait, on sent que c'est véritablement n'importe quoi. Rien n'a été préparé, rien n'est préparé sérieusement parce que toutes les personnes sont sollicitées en permanence sur des milliers de choses. Il n'y a pas de possibilité de focaliser ses efforts sur quoi que ce soit. Ça part dans tous les sens. Vous savez, des Jeux Olympiques d'été, c'est une petite Coupe du Monde de football, une petite Coupe du Monde de rugby, des championnats du monde de natation, des championnats du monde d'athlétisme, de l'escrime, du judo, de la boxe. C'est véritablement des centaines d'épreuves, des milliers d'athlètes, plein de sites, plein de nationalités différentes, des problèmes de langue, des problèmes de nourriture, des problèmes d'usage. Enfin, tout est compliqué et ce sont pas que les athlètes. Il y a les délégations qui vont avec, il y a les partenaires, les sponsors, les VIP, les VVIP, les représentants de différents pays qui pourraient être amenés à vouloir regarder et saluer leurs athlètes principaux. Donc c'est quelque chose de très spécial à organiser, très différent de tous les autres événements sportifs. Donc c'est quelque chose en général qui demande à un pays de se focaliser dessus. Et nous en France, à force de vouloir trop prendre pour nous, eh bien on n'étreint rien bien. C'est-à-dire qu'on a accueilli une Coupe du Monde de rugby il y a un an, et on a vu que ça se passait quand même dans la douleur, alors que la Coupe du Monde de rugby, c'est pas véritablement un événement sportif qui accueille énormément de monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Sud-Africains, d'Australiens ou de Néo-Zélandais qui viennent, et ce sont quand même les pays phares du rugby, à part les pays anglo-saxons, et on a bien vu, hein, d'ailleurs, beaucoup de stades étaient relativement vides, à part pour les matchs avec les très grandes équipes européennes, et la France n'est pas allée jusqu'au bout, donc à partir des quarts de finale, ça a été un peu triste dans les restaurants qui attendaient beaucoup de choses. Est-ce que ça va se passer de la même manière pour les Jeux Olympiques? On sent qu'il n'y a pas d'engouement populaire, on sent que les billets sont très chers, on sent que même pour les provinciaux qui viendraient se dire que rien que le ticket de métro qui va passer à 4 euros, tout va être beaucoup plus cher, les capacités hôtelières, etc. Même si tout n'est pas plein, on sent que, comme le dit Sébastien Coe, ça va être des jeux extraordinairement chers et on n'a pas véritablement l'impression que la ville de Paris est prête à les accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Alors oui, le niveau de protestation, évidemment, de toutes les professions, il menace. On a depuis des mois les forces de l'ordre qui sont sur la corde raide. Les policiers, les CRS. Pourquoi? Parce qu'on a un chef de l'État et un gouvernement qui est détesté par une grande partie des Français.
détester. Et donc, ça veut dire qu'il est en permanence, il a besoin quasiment de vider les villes et les villages où il va. Il faut regarder les images incroyables du salon de l'agriculture, où il y avait des milliers de policiers pour organiser la visite, des centaines de policiers qui ont dû quasiment faire front face aux délégations d'agriculteurs. Et c'est pareil partout. Les gilets jaunes, les retraites, les agriculteurs. Mais il n'y a pas une profession qui est contente. Alors à chaque fois, c'est la planche à billets, la planche à billets, la planche à billets. Bien maintenant, il nous explique que pour pouvoir continuer à aider l'Ukraine, il va falloir aller prendre dans le bas de laine des Français. Donc l'État français est en train de réfléchir à faire un emprunt d'État. C'est-à-dire que les Français vont devoir prendre le risque de confier leurs économies et les économies qu'ils ont pour leur retraite ou pour leur santé, puisque maintenant la santé est de plus en plus privatisée également en France, vont devoir donner leurs économies. Donc bref, incroyable. Franchement, moi je sais pas où on va, mais il risque d'y avoir de très 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 nombreuses surprises dans les semaines qui viennent. Je pense que le scandale des QR codes va s'accentuer. Le scandale de cette cérémonie d'ouverture va devenir complètement intolérable. La Cour des comptes, de toute façon, s'interroge sur les débordements. Il y a eu des commissions d'enquête et il y en aura d'autres. Et ce qui est certain, c'est que l'argent ne disparaît pas pour tout le monde. Et voilà, il y a de forts soupçons, il y a de graves soupçons d'exagération, de surfacturation, etc. Mais comme l'État aime pantoufler, vous avez qu'à regarder les carrières des gens qui travaillent pour l'État. Ils viennent du privé, ils repartent dans le privé, etc. Il n'y a plus de serviteurs de l'État. Et il n'y a plus de personnes patriotes dans les entreprises. Vous savez, les gens voulaient offrir leurs arbres pour la charpente, offrir leurs chênes pour que ce soit utilisé, offrir leur travail. 700 millions ont été dépensés. Vous imaginez? 700 millions. C'est véritablement choquant. Et comme c'est Notre-Dame, entre guillemets, beaucoup de gens le tolèrent, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Où est mort d'ailleurs le général qui était en charge de la restauration de Notre-Dame suite à l'incendie? Où était-il? Et qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qu'il savait? Et quelle est la cause de l'incendie de Notre-Dame?